Bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose qu'on commence notre conférence. Donc, je vous remercie d'être présents ce soir dans l'auditorium de la Province Sud. La Province Sud vous souhaite la bienvenue. Donc, c'est un cycle de conférences qui commence cette année. Avec bon, ce soir, je vais vous spoiler, mais donc c'est avec la conférence si l'on pouvait anticiper l'épidémie de leptospirose. Donc, pour la Province Sud, dans la compétence et l'environnement, on est en partenariat avec le CRESICA et l'université. Donc, c'est un plaisir de renouveler ce partenariat, de renforcer ce partenariat avec l'université de CRESICA, qui date depuis 2022. La province Sud a organisé déjà en ces lieux à peu près 80 conférences, donc pour ces natures. Et c'est toujours avec un intérêt certain que la province Sud accueille les conférenciers, vous, le public, que ce soit professionnel ou simple intéressé. Moi, je découvre ces conférences parce que c'est pas du tout mon domaine de compétences. Ce serait plus les finances ou les comptes sociaux, mais je vois qu'il y a quand même des liens ce soir avec la leptospirose. Et bon, déjà, je vous prie d'excuser le premier vice-président de la province Sud qui a eu un empêchement de dernière minute. Donc, je le remplace aussi il y a 1 heure. Donc, j'ai appris que donc c'est particulier. Et je ne vais pas être trop long parce que je suis attendu malheureusement autre part, mais je vous souhaite encore la bienvenue. J'espère que cette conférence de ce soir sera vraiment très intéressante. C'est vrai que la leptospirose, c'est un sujet dont la presse on parle assez souvent. Moi, j'ai appris des choses en discutant avec monsieur le délégué. Donc, déjà, je vous salue la présidente de l'université, madame Catherine Riss, monsieur le délégué du CRESICA, et bien sûr la direction, les directions provinciales, Nicolas qui est en haut. Et je ne vais pas être trop long et je vais laisser la parole à madame la présidente de l'université pour le discours introductif. Je vais rester jusqu'à la fin et après je partirai. Merci à toi, Catherine. Merci beaucoup. Merci. Ça ne va pas être un discours. Je pense que vous n'êtes pas venu ce soir pour écouter un discours de la présidente du CRESICA ou de l'université. Mais je vais laisser à mes collègues Nasa et Roman la parole très vite. Simplement pour un peu recontextualiser cette série de conférences Sénature qui est co-organisée donc par la province Sud et le CRESICA. Le CRESICA, c'est en Nouvelle-Calédonie le consortium qui regroupe l'université et les organismes de recherche qui sont présents en Nouvelle-Calédonie. On est 9 membres et c'est vrai qu'au travers de ce cycle de conférences qu'on organise pour la 5e année cette année avec la province Sud, c'est l'occasion pour nous d'aller un peu au-delà de ce que les chercheurs ont l'habitude de faire, c'est-à-dire produire des connaissances nouvelles. Là, on va sur une mission, on va un peu plus loin, au-delà de produire ces connaissances scientifiques nouvelles, on vient les partager avec le public, avec le grand public. Et c'est vrai que c'est une grande chance, une grande opportunité pour le CRESICA, pour ces chercheurs, de pouvoir le partager dans ce cadre-là, dans ce beau lieu et dans ce partenariat qui existe depuis de nombreuses années avec des sujets qui sont des sujets qui, je pense, vous intéressent le grand public puisque tous les ans, on a de plus en plus de monde. Là, la saison démarre, j'ai l'impression plus tranquillement ce soir, mais peut-être qu'au fur et à mesure de réinscrire ce rendez-vous sur vos agendas. Donc, c'est tous les premiers mardis du mois, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, ce sera tous les premiers mardis du mois, mais au fur et à mesure, il y aura peut-être un peu plus de monde. On choisit de présenter dans ces conférences des sujets qui sont des sujets d'actualité scientifique, donc qui ont un lien avec des projets de recherche qui sont en cours ou qui sont sur le point de se finir, qui ont un impact sur la vie quotidienne des habitants de la Nouvelle-Calédonie qui parfois sont liés à des sujets d'actualité politique, institutionnelle, réglementaire. Ça permet de montrer aussi comment la science éclaire la décision publique, peut venir en appui aux politiques publiques. C'est l'une de nos missions également, peut venir parfois en évaluation des politiques publiques. On en parlait avec certains collègues de la province Sud tout à l'heure. Donc, c'est un peu le mélange de tout ça qui vous est proposé. Le
programme de l'année, je pense que vous l'avez peut-être déjà parcouru, vous avez peut-être déjà noté les rendez-vous qui vous intéressent. Je sais qu'il y aura quelque chose sur la qualité nutritive des poissons que l'on mange dans le lagon. Il y a quelque chose sur les dugongs. Je n'ai pas l'entièreté de la programmation dans la tête, mais vous l'avez affiché à l'entrée de la salle. Et puis, je ne sais pas si elle va être rappelée tout à l'heure. C'est présenté par des chercheurs qui sont spécialistes du domaine. Donc là, ce soir, on a la chance de pouvoir entendre Nasa Selmaoui et Roman Thibault, respectivement de l'UNC et de l'université et de l'Institut Pasteur, qui vont nous parler des épidémies de leptospirose. Donc, ce sont des spécialistes du domaine qui, en plus, ont fait l'effort, comme je le disais tout à l'heure, de venir vous partager leurs résultats. Donc, je remercie encore une fois la province Sud pour ce partenariat qui dure, qui est reconduit. Je vous remercie d'être là. J'espère que cette saison 2026 va vous plaire autant que les précédentes et que vous allez être là sur ces numéros. Les suivants, et puis je me dis peut-être qu'on pourrait aussi, je ne sais pas si ça a déjà été fait dans le cadre des conférences et nature, je ne crois pas, mais lancer un petit questionnaire sur les sujets que vous aimeriez voir abordés lors de ces conférences. C'est vrai que les sujets, c'est souvent nous qui les amenons. On va chercher nos chercheurs pour leur demander de quoi tu as envie de parler, quel est ton sujet d'actualité en matière de recherche. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant aussi de pouvoir répondre à vos attentes sur des sujets. On n'est pas sûr de pouvoir y répondre. On n'a pas toutes les compétences en Nouvelle-Calédonie en matière de recherche, mais si on les avait, ce serait peut-être intéressant de pouvoir répondre aux sujets qui vous intéressent particulièrement dans là, ce sera pour la programmation 2027. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'on peut mettre en place. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée de fructueux échanges et je remercie encore nos collègues qui se sont portés volontaires pour cette première édition de l'année. Très bonne soirée, très bon échange à tous et à toutes. Ah non, vous êtes équipés. Merci. Bien, bonsoir à tous. Alors, je vais me présenter, même si ça a déjà été fait. Donc, je m'appelle Roman Thibault, je suis chercheur à l'Institut Pasteur et je dirige l'unité de recherche et d'expertise sur la leptospirose. Donc, ce soir, accompagné de NASA, on va vous présenter le travail qu'on a fait donc, sur la modélisation des épidémies de leptospirose alimentées par des données qu'on a collectées directement dans l'environnement. Donc moi, je vais parler de la partie lepto et vous présenter la maladie et le contexte environnemental. Et ensuite, je laisserai la main à Nasa, qui prendra la suite sur l'explication des modèles mathématiques qui ont été utilisés pour modéliser ces risques environnementaux. Donc, moi, je m'appelle Nasa Selmaoui, je suis professeur en informatique et je suis spécialiste de tout ce qui est sciences des données, IA et analyse des données en général. Donc, je laisse Roman commencer la présentation et puis moi, je suivrai sur... Merci Nasa. Donc ce soir, je vais vous parler de la leptospirose, qui est donc une maladie infectieuse, encore trop méconnue à mon goût des Calédoniens, et qui pourtant est bien présente en Nouvelle-Calédonie. Surtout, ce que je vais vous présenter ce soir, c'est que c'est une maladie environnementale et particulièrement de l'environnement calédonien. C'est une maladie qui est fortement influencée par les pluies, les précipitations et les événements météorologiques. Je vous présenterai ça juste après. L'objectif de ce travail, ça a été d'essayer de comprendre comment le risque environnemental survient et si possible, est-ce qu'on est capable de prédire ce risque au regard des données environnementales qu'on a pu collecter. Donc, la première slide que je vous présente ici, c'est une infographie qui reprend un peu le sommaire de la présentation qu'on va vous faire ce soir avec NASA. Et donc, je vais vous parler de la leptospirose dans son environnement, dans l'environnement calédonien, quelle est sa dynamique. Je vais vous présenter un petit peu les hypothèses de travail qu'on a développées au fur et à mesure des projets et pourquoi on s'est intéressé finalement à la collecte d'échantillons environnementaux et notamment d'échantillons d'eau dans les rivières en Nouvelle-Calédonie. Et ensuite, qu'est-ce que ces données nous ont apporté, quels résultats elles ont produits et comment ces données nous ont permis ensuite d'entraîner des modèles d'intelligence artificielle qui nous ont permis ensuite de pouvoir modéliser et de prédire un risque de leptospirose dans l'environnement calédonien. Avant tout, il faut que je vous présente
qui est la leptospirose. Donc la leptospirose, c'est une maladie infectieuse qui est cosmopolite. C'est une maladie qu'on retrouve vraiment à la surface du globe, partout. Tous les pays peuvent être concernés, mais surtout, ce qui est vraiment flagrant sur cette image, c'est que c'est une maladie qui est tropicale. Vous voyez bien que les régions les plus impactées se situent entre les tropiques. Et, excusez-moi. Et on voit également que la partie Océanie ici, elle n'est même pas sur le code couleur en rouge en termes d'incidence, elle est en noir. L'Océanie, c'est vraiment la partie du globe la plus impactée par cette maladie infectieuse. Les estimations, elles sont du coup pas très bonnes au regard du fait qu'il y a beaucoup de pays qui sont concernés et que dans ces pays-là, les systèmes de santé ne sont pas forcément tous efficaces. Donc on a du mal à estimer le nombre de cas. Mais les estimations les plus précises qu'on a, c'est 1 million de cas par an et 60 000 décès par an. Ça fait voilà, un cas toutes les 31 secondes ou un décès toutes les 9 minutes. Si on regarde la morbidité à l'échelle des différents pays et continents, on voit que, c'est ce que je vous disais juste avant, l'Océanie, c'est vraiment l'endroit sur la Terre où la leptospirose exerce son fardeau le plus important. Et du coup, c'est vraiment un sujet qui concerne toutes les îles du Pacifique et particulièrement la Nouvelle-Calédonie. La leptospirose, je vous le disais, c'est une maladie infectieuse. Donc, si c'est une maladie infectieuse, on a un germe, on a un organisme qui est responsable de cette maladie. Et cet organisme, ce sont les leptospires pathogènes. Les leptospires pathogènes, regardez à quoi ça ressemble si vous voulez regarder au microscope. C'est des bactéries qui sont minuscules et qui sont mobiles. Vous voyez, ça ressemble à ces petits vers, ça tournicote. Si on les regarde de très près, sur l'image de microscopie électronique à balayage à droite, vous pouvez voir qu'elles sont spiralées et qu'elles ont deux espèces de crochets à chaque extrémité, avec des flagelles, avec un système de propulsion qui tournicote et qui leur permet de se déplacer dans un milieu aqueux. C'est des bactéries qui sont assez atypiques. Généralement, quand on vous parle d'une bactérie, vous avez en tête cette morphologie plutôt de coque, là, de ballon ou de bacille un peu plus allongée, mais pas forcément une morphologie comme les spirochètes, qui sont finalement des bactéries très longues. Elles font 10 microns, c'est 10 fois plus grand qu'une bactérie normale. Et en revanche, c'est des bactéries qui sont très fines. Elles font 0,1 à 0,2 microns d'épaisseur, ce qui est 10 fois plus petit qu'une bactérie normale. Donc vraiment une morphologie très atypique. Cette bactérie, c'est donc elle qui est responsable des cas de leptospirose humaine. Et si on regarde le cycle de contamination éco-épidémiologique, il est présenté ici. Donc on a ces bactéries infectieuses qui sont capables de contaminer tous les mammifères sur Terre. C'est une zoonose, c'est une maladie qui va pouvoir se transmettre entre humains et mammifères. Et donc en Calédonie, des mammifères, on en a plein. On pense souvent aux rats quand on parle de la leptospirose, mais en réalité, dans un contexte calédonien, on a également les cerfs qui peuvent être porteurs de cette bactérie, infectés par cette bactérie. On a les cochons, on a les chiens, les chats, et on a également les roussettes. Eh bien, tous ces animaux-là, ils peuvent donc être infectés par cette bactérie et être porteurs asymptomatiques. C'est-à-dire que la bactérie va rentrer dans leur organisme, mais ils ne vont pas forcément développer des symptômes, et la bactérie va pouvoir venir coloniser les reins de ces animaux. Et une fois qu'elle a colonisé ces reins, eh bien, à chaque fois que ces animaux vont uriner, ils vont libérer dans l'environnement les bactéries pathogènes qui vont contaminer les sols et les eaux et l'environnement en Nouvelle-Calédonie. Et nous, au contact de ces environnements contaminés, dans nos activités quotidiennes qu'on peut avoir, la pêche, la chasse, les trails, eh bien, on rentre en contact avec ces bactéries pathogènes et nous, on est un hôte sensible de cette bactérie et on va développer une forme clinique de la leptospirose. Alors regardez, la leptospirose, c'est une maladie à déclaration obligatoire en Nouvelle-Calédonie depuis 1991 et on a un très bon suivi épidémiologique de cette maladie. Ici, je vous ai représenté la série temporelle du nombre de cas depuis 2001 jusqu'à 2025. Ce sont les histogrammes en rouge et la courbe en bleu, c'est les précipitations annuelles moyennées à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie. Et on voit qu'on a ces fluctuations en fonction des années. On a des années avec plus de cas, des années avec vraiment beaucoup de cas et des années avec moins de cas. Et ce qu'on commence à voir, c'est qu'a priori, les années où on a beaucoup de cas, comme en 2021-2022, eh bien, on a eu beaucoup de précipitations. Ces années, généralement, on a beaucoup de cas et on a beaucoup de précipitations. Ça correspond de ce côté-là du Pacifique, en Nouvelle-Calédonie, à un contexte climatique El Niño. Et El Niño, en Nouvelle-Calédonie, c'est associé à des précipitations accrues. Donc, les périodes où la Nouvelle-Calédonie est sous l'influence d'un contexte météorologique El Niño, vous pouvez voir qu'on a plus de précipitations.
et qui dit plus de précipitations, dit plus de cas de leptospirose humaine. Donc ça, c'est à l'échelle annuelle. On peut avoir cette analyse maintenant à l'échelle mensuelle. Donc si on regarde sur une année et sur chaque mois le nombre de cas de leptospirose en fonction des précipitations, eh bien, vous voyez qu'on a une dynamique qui est également fortement impactée par les précipitations. Donc on a en réalité deux saisons épidémiques de lepto. Pendant la saison chaude et humide, de janvier à mai, on a 80% des cas de leptospirose qui surviennent pendant ces 5 premiers mois de l'année. Et puis on a une saison qui est un petit peu moins marquée, qui correspond à la saison sèche, et on voit bien qu'il y a moins de précipitations et il y a moins de cas humains. Et encore plus intéressant, on peut affiner cette analyse et maintenant regarder à une échelle hebdomadaire. Et c'est là où ça devient intéressant, puisque maintenant on vient regarder le nombre de cas par semaine et on va essayer de voir si par semaine on arrive à identifier un événement pluvieux qui pourrait être à l'origine finalement de l'apparition de ces cas humains. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que, vous voyez, on a ces pics de précipitation et puis on a l'impression qu'après un pic de précipitation, on a une augmentation des cas humains, là, un pic de précipitation et des cas humains qui surviennent juste après. Et ce qui est intéressant de voir ici, c'est qu'on a l'impression qu'on a un décalage. Vous voyez qu'on a un pic de précipitation, mais finalement, le pic de cas humains qu'on voit à l'hôpital, il est décalé de quelques jours. Bien ça, c'est quelque chose qu'on peut analyser plus finement. Et si on regarde finalement exactement le décalage entre l'événement pluvieux qui a eu lieu et le nombre de cas qui rentrent à l'hôpital, on voit qu'on a une corrélation maximale avec un décalage de 13 jours. Donc maintenant, si on recale cette courbe bleue sur les cas humains sans le décalage de 13 jours, eh bien vous voyez que maintenant, on a une corrélation qui est presque parfaite entre « il a plu » et on a des cas humains. Et ce décalage de 14 jours qu'on observe ici en Nouvelle-Calédonie, il est lié à la période d'incubation de la maladie, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est en contact de la bactérie, eh bien, il faut un certain temps pour que la bactérie se multiplie dans notre organisme et que les symptômes s'expriment. Eh bien voilà, cette durée, elle est autour des 10 jours normalement. Et en Nouvelle-Calédonie, on a toujours du mal à aller à l'hôpital. On préfère toujours un peu attendre d'être vraiment malade pour aller à l'hôpital, et ce qui explique ce petit décalage de quelques jours supplémentaires. Donc voilà, une maladie qui est vraiment fortement liée aux événements pluvieux et climatiques en Nouvelle-Calédonie. C'est une maladie qui a aussi des disparités géographiques. Ici, je vous présente la carte d'incidence de la leptospirose en fonction des 33 communes en Nouvelle-Calédonie. Et on voit assez nettement que la côte Est est fortement impactée par la leptospirose et plus particulièrement encore la province Nord. Eh bien ça, on peut aussi commencer à le mettre en relation avec les précipitations qui touchent la Nouvelle-Calédonie et qui concernent majoritairement la côte Est et la province Nord. La leptospirose, ce n'est pas une maladie bénigne, c'est une maladie qui est grave et qui touche la Nouvelle-Calédonie et notamment la province Nord. Ce qu'on a observé, si on regarde les taux d'incidence par province, eh bien on voit qu'en province Nord, on a vraiment un taux d'incidence qui est 7 fois plus élevé que le taux d'incidence observé en province Sud. Si on regarde un petit peu les classes d'âge qui sont touchées par cette maladie, eh bien finalement, toutes les classes d'âge peuvent être infectées et contaminées et du coup exprimer la leptospirose. On a 2 fois plus d'hommes que de femmes qui expriment une leptospirose humaine, sans doute en lien aux activités que les hommes pratiquent. Et il y a quelque chose qui est assez, je dirais presque dramatique en Nouvelle-Calédonie, c'est qu'on a un taux d'hospitalisation qui est vraiment très élevé. On a 85% des patients qui déclarent une leptospirose qui vont à l'hôpital. Donc on a un taux d'hospitalisation vraiment élevé. Et en plus, parmi ces 85% de patients hospitalisés, eh bien, vous voyez qu'il y en a 40% qui en plus vont partir dans un service de réanimation ou de soins intensifs. Donc l'expression de la leptospirose en Nouvelle-Calédonie, c'est beaucoup d'hospitalisation et beaucoup de cas graves. Et heureusement, par contre, je finirai sur une touche un petit peu meilleure, c'est que le taux de fatalité, il est plutôt moins élevé que ce qui est observé à l'échelle mondiale, sans doute dû au fait que le système de santé est performant en Nouvelle-Calédonie et que les cliniciens et les personnes qui prennent en charge ces patients sont au courant de cette maladie et savent très bien le prendre en charge.
Donc voilà un petit peu le modèle de travail quand on a commencé cette étude. Sur quoi on a construit un petit peu notre raisonnement. Donc en Nouvelle-Calédonie, on sait que les leptospires, c'est des bactéries qui sont présentes dans l'environnement, qui sont capables de survivre dans l'environnement. C'est des bactéries qui sont également disséminées par les mammifères dans l'environnement. Et ce que je vous ai dit, c'est que sous l'impact des précipitations, on a une augmentation du nombre de cas humains. Et ça nous a amené à proposer une hypothèse qui est la suivante, qui est de dire que finalement les bactéries sont naturellement présentes dans l'environnement calédonien et sous l'effet des précipitations, on a une réactivation, on a une dissémination de ces bactéries du sol vers les rivières. Et ces rivières vont ensuite disséminer les bactéries vers les humains et également contaminer de nouvelles zones. Donc notre objectif, il a été double. Il a été d'une part de comprendre la dynamique de dispersion des pathogènes lors d'événements météorologiques intenses et également de développer des outils pour prédire et cartographier le risque. On ne voulait pas juste se contenter de mesurer ce qui se passait dans les cours d'eau, on voulait être aussi capable de proposer un outil de prévision de la leptospirose. Comment on a fonctionné? Eh bien, le gros du travail, ça a consisté à récupérer des prélèvements d'eau lors des fortes crues et de quantifier finalement la présence de leptospires dans ces eaux de crue. Ces résultats, ils ont ensuite permis d'alimenter deux modèles mathématiques, des modèles de prédiction basés sur deux structures d'intelligence artificielle différentes qu'on va vous présenter ce soir. Un modèle qui a été alimenté par des données de pluviométrie. On a uniquement rentré les données de pluie dans le modèle pour avoir une prévision de la leptospirose. Et un autre modèle qui sera présenté par NASA, spatio-temporel et bien plus complexe. Donc dans cette partie-là, je vais vous présenter un petit peu le travail qu'on a fait pour essayer de comprendre comment les bactéries arrivaient dans les cours d'eau, quelle était la concentration quelle est la concentration qu'on peut retrouver dans les cours d'eau et quelle est leur dynamique de dispersion. Et pour répondre à ces questions, on a choisi un terrain d'étude à Touault, dans le bassin versant de la rivière Thiène. Donc on s'est mis vraiment sur la côte est en province nord, en Nouvelle-Calédonie, dans un endroit où on sait que la leptospirose est fréquente. Et donc, on a étudié ce qui se passait à l'échelle d'un sous-bassin versant. Donc ça, c'est le bassin versant de la Thième. Et nous, on a travaillé sous un petit fragment de ce bassin versant. Et en quoi ça a consisté, notre travail de collecte d'échantillons? Eh bien, l'idée, c'était d'attendre le passage d'un événement météorologique intense pour être sûr qu'on soit en présence d'un événement pluvieux fort, et d'aller finalement sur le site et de récupérer et de collecter ces échantillons d'eau lors du passage de ces événements météorologiques intenses. Et donc c'est ce qu'on a fait, on part de Nouméa quelques jours en avance et on va sur le site et on espère qu'on va avoir une belle crue et qu'on va pouvoir échantillonner la crue du mieux qu'on peut. Alors sur la photo d'avant, je vous ai montré, on était en train de faire un prélèvement manuel. Dans la réalité, on utilise une machine qui vient faire des prélèvements pour nous. C'est un automate qu'on vient programmer et qui vient faire un prélèvement toutes les heures. Et on peut l'asservir avec différentes sondes de hauteur d'eau, de turbidité, voilà, quelque chose d'assez complexe qui nous facilite le travail de terrain. Pendant la durée du projet, on a réalisé 226 prélèvements d'eau pendant des événements de forte crue et on a analysé tous ces prélèvements à l'Institut Pasteur, notamment en essayant de quantifier la présence de leptospires pathogènes par des techniques de biologie moléculaire. Donc je vais passer aux résultats et aux recommandations qu'on a pu tirer de ces résultats. Donc le projet, il s'est étalé sur 2 ans et demi, entre janvier 2020 et avril-mai 2022. Et vous voyez que durant cette période-là, la Nouvelle-Calédonie a été frappée par différents événements météorologiques intenses qu'on a échantillonnés. Ce soir, je vais vous présenter les résultats qu'on a obtenus lors du passage du cyclone tropical Lucas. Et voilà les résultats qu'on a obtenus. Je vais décrypter ce graphique avec vous. Donc, sur la gauche de l'axe, là, vous avez la hauteur d'eau. Donc, c'est cette courbe-là. C'est la courbe de hauteur d'eau de la rivière
pendant l'événement de crue. Donc vous voyez qu'on est arrivé avant l'événement de précipitation. Ça, c'est le niveau d'étiage de la rivière. Puis, il a plu, le niveau de la rivière a fluctué et a augmenté pour revenir à un état initial, quelques jours après. La courbe bleue, c'est les précipitations. Donc, avant le passage de la dépression, on n'a presque pas de pluie. Puis, pendant le passage, on a beaucoup de pluie. Et puis, ça s'arrête sur le 4e jour. Et en rouge, vous avez la courbe de turbidité de l'eau. Donc avant les précipitations, on a une eau qui est presque limpide, on n'a aucune turbidité qui est détectée, beaucoup de turbidité pendant le passage de la précipitation, puis de nouveau quelque chose qui revient à un état initial. Et les différentes figures géométriques que vous voyez sur le dessus, eh bien finalement, c'est les résultats de quantification de leptospire pathogène. Une croix, c'est qu'on n'a pas été capable de détecter de leptospire pathogène. Un triangle, c'est on en a détecté, mais à la limite du seuil de détection de nos techniques de biologie moléculaire. Donc on sait qu'il y en a, mais on est incapable de prédire une quantité. Et finalement, tous les cercles, là, pour le coup, c'est quantitatif. Plus le cercle est grand et plus la charge en bactéries était élevée. Eh bien, ce que vous pouvez facilement voir, c'est que finalement, avant le passage de la dépression, avant l'apparition des pluies, eh bien, on ne détecte pas ou très peu de leptospire dans l'eau de la rivière. Et puis, finalement, pendant le passage de la dépression, là, on fait que détecter des quantités qui sont parfois impressionnantes, à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de leptospire par litre d'eau, avec des débits qui sont conséquents. Donc, ça fait tout de suite énormément de leptospire pathogènes qui peuvent être disséminés par les rivières. Donc, on voit qu'on a un risque qui est vraiment maximal pendant la période de crue. Mais ce qui est intéressant aussi, et ce qui a attiré notre attention, c'est ce qui se passe quelques jours après le passage de l'événement pluvieux. Vous voyez qu'on est 2 jours après le passage de l'événement climatique principal. On a une hauteur d'eau qui est presque revenue à la normale. On est juste 5 cm au-dessus du niveau initial. Et on a une eau qui est entièrement limpide. La turbidité, vous voyez qu'elle est revenue, pareil, à un état initial. Et pourtant, on est encore capable de détecter des leptospires pathogènes dans une eau qui est translucide et qui ressemble en rien à ce qu'on a pu observer pendant l'événement climatique principal. Donc ça c'est préoccupant, hein, puisqu'on voit qu'on peut avoir une réapparition d'un signal de leptospire pathogène, même plusieurs jours après le passage de l'épisode pluvieux intense. Et ça constitue un risque, même si on a l'impression qu'on peut de nouveau se rebaigner dans la rivière ou de nouveau reprendre des activités en lien avec la rivière. Eh bien non, jusqu'à 2-3 jours après l'événement pluvieux, on a quand même un risque qui est toujours associé à la présence de leptospire pathogène. Donc toutes ces données, on a essayé maintenant d'en tirer quelque chose et de se dire, eh bien, voilà, on a 226 prélèvements d'eau, 226 prélèvements de turbidité, de hauteur d'eau. Est-ce que finalement on peut trouver des relations entre hauteur d'eau et leptospirose ou entre précipitation et leptospirose? Donc on a essayé dans un premier temps de chercher des corrélations linéaires. Est-ce que quand l'un augmente, l'autre augmente? Eh bien, ça a été impossible à trouver. On n'a jamais réussi à trouver de corrélation linéaire entre la présence de leptospirose et les paramètres qu'on a mesurés. Vous voyez ici que, par exemple, là, la hauteur d'eau augmente, on détecte des leptospires, puis là, elle diminue, et pourtant, on détecte encore plus de leptospires. Et des fois, on a ici des hauteurs d'eau qui sont significatives, et pourtant, on a des prélèvements qui sont négatifs. Donc, on a eu du mal à trouver des relations directes entre tous les paramètres qu'on a mesurés, et c'est pour ça qu'on s'est tourné vers des modèles d'intelligence artificielle qui, eux, sont capables de prendre toutes ces données-là, les mouliner et d'essayer de trouver des signaux qui viennent finalement expliquer ce signal de présence de leptospire. Et donc, c'est ce qu'on a fait. C'est le premier modèle qu'on a développé, un modèle basé sur de l'apprentissage automatique, du machine learning. Et ce modèle-là, on l'a nourri avec 4 types de données qui étaient uniquement des données de pluie, des données hydrologiques. Les 4 types de données d'entrée qu'on a données au modèle, c'est la pluie immédiate, donc la pluie que le bassin versant a eue dans l'heure avant le prélèvement, durant les dernières 24 heures, durant la semaine passée ou lors des 2 mois précédents. Donc c'est les données d'entrée qu'on met au modèle, et le modèle ensuite, il va par apprentissage étudier toutes ces données et il va pondérer l'importance de tout ce jeu de données pour essayer de proposer quelque chose qui, à la fin, nous permette de prédire la quantité de leptospire pathogène.
Et ce modèle-là, bien sûr, il est entraîné sur les données que nous, on a collectées sur le terrain. Donc, on a des vraies données, on lui donne, et lui, il apprend de ces vraies données. Et l'idée, c'est que maintenant, on lui donne ces données-là, des données virtuelles, et qui nous proposent finalement un risque de présence de leptospire pathogène. Eh bien, quand on développe ces outils, on obtient voilà, ce genre de résultats. Donc, vous avez en rouge, les points rouges, c'est les données qu'on a mesurées sur le terrain. Donc, absence de leptospire, un petit peu de leptospire pathogène et beaucoup de leptospire pathogène. La courbe orangée que vous avez, c'est le signal d'enveloppe. On va schématiser ça comme le signal lors duquel le risque est le plus important. Donc, on vient finalement faire un signal qui est un peu plus intégrateur que juste les données mesurées. Mais comme ça nous permet d'être sûr de prendre en compte finalement la période la plus à risque pour les personnes qui s'exposent. Et vous voyez que les points bleus et les points verts, eh bien, c'est les données du modèle. Les points bleus, c'est notre meilleur modèle et les points verts, c'est notre plus mauvais modèle. Et vous voyez que finalement, les données qui sont générées par le modèle, eh bien, elles ont quand même quelque chose qui s'apparente assez bien finalement à la courbe de risque maximal qui était la courbe d'enveloppe présentée ici en orange. Et en fait, quand on extrait la variance qui est proposée par le modèle, eh bien, on voit qu'avec ces données d'intelligence artificielle, on est capable de prédire à 80% la variance expliquée grâce à ce modèle. La deuxième chose qu'on a souhaité savoir maintenant, c'est quelle était l'explicabilité du modèle. Parmi les 4 valeurs d'entrée qu'on lui a données, laquelle a le plus d'impact finalement pour expliquer la présence de leptospire pathogène dans les os? Et ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, la donnée d'entrée qui est le plus importante pour le modèle pour prédire correctement la présence de leptospire pathogène dans les os, eh bien finalement, ce sont les précipitations qui ont eu lieu les 2 mois avant l'épisode principal. Et donc ça, c'est vraiment intéressant puisque depuis tout à l'heure, je vous dis qu'il pleut et 15 jours après, finalement, on a des cas de leptospirose. Donc on voit bien que l'élément déclencheur, c'est la pluie, mais il y a un autre facteur qui est vraiment important, c'est finalement le contexte d'humidité dans lequel les sols se trouvent lors du passage de la précipitation. Donc il faut qu'on ait des sols qui soient déjà fortement imbibés ou en tout cas des sols dans lesquels on a un taux d'humidité qui est extrêmement important pour que la pluie finalement puisse venir lessiver les bactéries qui sont présentes dans ces environnements-là. Sachant que, je vous l'ai dit tout à l'heure, les leptospires, c'est des bactéries qui survivent dans les sols et qui survivent d'autant mieux que le sol a un taux d'humidité élevé. Donc voilà pour les résultats de ce premier modèle de machine learning. Et maintenant, je vais laisser Nasa prendre la parole, qui va vous parler d'un autre modèle, qui est un modèle plus ensembliste et qui va vous proposer de la temporalité et de la spatialisation également. Merci, Roman. Donc, moi, je vais vous présenter le deuxième modèle qui, lui, en fait, s'appuie sur pas mal de facteurs, puisque, effectivement, une des hypothèses ou un constat, c'est que la bactérie, elle vit beaucoup dans le sol et qu'elle vit effectivement dans un environnement typique. Il faut qu'on découvre cet environnement. Et donc, bien sûr, ce mécanisme, il n'est pas connu, donc il faut qu'on arrive aussi, comme le premier modèle, à l'expliquer. Donc, la problématique, c'est de voir effectivement quels sont les facteurs ou les paramètres environnementaux ou d'autres paramètres possibles qui sont disponibles qui permettent justement à cette bactérie de persister. Là, on voit effectivement des exemples de facteurs. On a été chercher de la pluie, puisqu'on sait que la pluie, elle agit déjà. On a pris la topographie du sol, donc de la Calédonie, la hauteur, les pentes. On a aussi regardé tout ce qui est occupation du sol, les décharges, les bâtiments, etc. Les présences de fermes, l'humidité et également le niveau de vie des ménages. Donc, l'idée, c'est de dire, voilà, on a pas mal de facteurs. Quels sont les facteurs qu'on va prendre et quelle est la démarche qu'on va utiliser pour intégrer ces facteurs dans le modèle. Donc là, on a pensé à une modélisation spatio-temporelle, c'est-à-dire on a des données qui sont spatialisées
et qui apparaissent à des temps, à des gaps de temps. On verra tout à l'heure qu'est-ce qu'on a choisi comme gap de temps. Donc l'idée, c'est de mettre tous ces facteurs, de les croiser à l'entrée du modèle et de découvrir des relations qui sont complexes dans ces zones en prenant donc des données avec l'aspect spatial, l'aspect temporel et puis l'aspect caractéristique qui décrit effectivement ces zones par ces facteurs-là. Pardon. Donc la problématique qui est générale, c'est à quel niveau de précision spatiale et temporelle cette démarche elle est réalisable, et puis quelles sont les nouvelles connaissances qu'on va pouvoir extraire de cette modélisation en dehors de la pluie. Donc on a suivi une démarche scientifique qui est utilisée par tous les data scientists, c'est-à-dire suivre un processus qu'on appelle un processus d'extraction de connaissances dans les données massives, d'étapes qui se suivent. Donc ces étapes-là, ça va de la préparation des données, de la sélection, de la normalisation des données, de l'application du modèle jusqu'à la restitution des données. Et c'est possible effectivement de restituer ces données sous forme visuelle qui est plus facile pour les gens à décrire. Donc la phase de préparation, j'insiste là-dessus, puisque c'est une phase qui demande beaucoup de temps. Ça nous a pris 80% du temps pour construire tout le modèle. Et cette préparation des données, elle concerne le nettoyage des données, la sélection de certaines parties des données si possible, ou peut-être qu'on peut garder toutes les données, la normalisation des données, les mettre à niveau. Et nous, donc, c'est la spatialisation de ces données à l'échelle de toute la Calédonie. Donc, le modèle qu'on a construit, il est là. Donc, ce modèle, en entrée, il va se nourrir d'une couche, de différentes couches de données spatialisées. Donc, on va voir tout à l'heure, on va décrire chaque couche qui va décrire en fait, effectivement chaque facteur qui sera spatialisé et qui sera entré comme sous forme d'une cartographie. Et en même temps, on a une cartographie des cas de leptospirose qui ont été récoltés, recensés par la DAS qu'on a spatialisé. Ensuite, le modèle qu'on a développé, c'est un modèle qui est ensembliste. C'est un modèle qui regroupe en fait plusieurs modèles qui vont pouvoir collaborer entre eux pour pouvoir avoir une sortie résultat qui est plus efficace, une prédiction qui sera pondérée par rapport à la prédiction de chaque modèle. On appelle ça un ensemble, un apprentissage ensembliste. Et puis derrière, la prédiction sera donc construite sous forme de cartographie avec une probabilité d'apparition ou de présence de risque de leptospirose. Et derrière cette cartographie, on a voulu, comme pour le premier modèle, expliquer la présence des fois des cas de leptospirose en identifiant les facteurs clés, les facteurs qui sont effectivement impactant plus cette présence sur les différents facteurs qu'on a introduits dans le modèle. Donc, pour décrire un petit peu les données, on a choisi une granularité temporelle de 1 mois. Donc, on a des données qui sont fournies par la DAS de 2011 à 2022, des cas de présence de leptospirose sur des zones, comme on le voit ici. Et ces données, bien sûr, ils respectent l'éthique du RGPD, c'est-à-dire ils sont anonymisés pour que déontologiquement, on ne puisse pas savoir qui c'est. Au niveau de la spatialité, on s'est appuyé sur un découpage qui est défini par l'ISE, qu'on appelle des unités spatiales IRIS, îlots regroupés pour l'information spatialisée. C'est sur cette base-là qu'on va définir les zones sur lesquelles on va calculer les caractéristiques, les facteurs, et puis essayer de prédire le risque avec une probabilité. Donc l'unité IRIS, en fait, c'est une unité
qui est la plus petite unité, qui est plus petite que la commune, et elle est définie par une zone géographique qui contient 100 000 habitants à peu près. Donc, pour la phase donc, de préparation des données, on a récolté toutes données possibles qu'on peut avoir, tous les facteurs possibles, et on les a interpolés et estimés sur l'échelle de la Calédonie pour chaque observation unité spatiale IRIS et pour chaque mois de l'année entre 2011 et 2022. Et ensuite, on a en entrée aussi, on va dire le plus important, une cartographie du risque de présence de cas de leptospirose qui a été fournie par la DAS. La question, c'est comment intégrer ces facteurs dans le modèle. Eh bien, on va voir au niveau de la préparation. Donc, pour les données météorologiques, on a pris tout ce qui est précipitation, température, humidité. Donc, c'est des données qui sont acquises mensuellement par Météo France. On voit ici une cartographie des stations d'acquisition. On voit bien qu'il y a certaines unités géographiques IRIS où il n'y a pas de station. Donc, on a utilisé des modèles mathématiques qui nous permettent d'interpoler et d'estimer les précipitations ou l'humidité ou la température sur toutes les zones IRIS ici. En ce qui concerne les facteurs environnementaux, on a pris les données du sol, donc tous les types de sol. On en a 20 types de sol. Chaque type de sol est spatialisé sous forme de cartographie. On a les modes d'occupation du sol, on en a 22 types, et chaque type, bien sûr, il a été spatialisé. On a pris le modèle numérique du terrain, qui est l'altitude du paysage. On a extrait certains facteurs comme la pente, comme la courbure, l'altitude, etc. Et puis, on a recensé des zones d'élevage avec une cartographie de présence de zones d'élevage ou pas. Et puis, on a pris également des départs de feux de forêt, parce qu'on pensait que cette information peut être aussi importante pour le modèle. Donc, toutes ces données, elles ont été fournies par le gouvernement, par l'observateur d'environnement L'Œil, et pour les types de sol, on a pu récupérer ces données par des collègues de l'IRD. On a également pensé à utiliser, à prendre comme données des facteurs sociodémographiques, donc à partir des données de recensement 2009, 2014, 2019, on a pu lier à la démographie, donc la population totale, la densité de population, le nombre de personnes vivant par unité spatiale, et on a pu effectivement estimer sur les années entre 2011 et 2022. On a pris des facteurs liés à un indicateur de niveau de vie, comme par exemple le nombre de ménages sans accès à l'eau potable, ou le nombre de ménages sans accès à l'électricité, ou des anciens logements, ou des zones en comptant le nombre de personnes de la classe ouvrière. On a également pris des facteurs, ou estimé des facteurs en termes de mouvement de population. Donc, le nombre de personnes dans le mode de transport et la marche, ou le nombre de personnes dans le mode de transport et le transport public. Et puis également les personnes qui travaillent pas dans leur résidence, mais qui travaillent à des endroits éloignés. Et enfin, on a considéré également des facteurs liés à l'activité de la personne, notamment nombre de personnes ayant une activité agricole ou nombre de personnes par foyer. Voilà, donc ça, c'est les facteurs qu'on a pu générer et extraire par rapport à partir des données de recensement.
Donc, au total, si on fait un récapitulatif des données et des facteurs qu'on a pu regrouper et préparer, on a 73 facteurs, donc ça fait énormément de facteurs, sur un pas temporel de 1 mois, donc de 2011 à 2022, ce qui nous fait 144 mois. Donc, chaque facteur a été spatialisé et calculé pour chaque mois entre 2011 et 2022. Donc, au total, on a recensé 573 cas de présence de risque et puis 13 107 cas d'absence de risque. On voit ici qu'on a un déséquilibre entre les deux types les deux états de cas, qu'on appelle, nous, les classes. Et on sait que les modèles de prédiction, des fois, ils ont du mal à prédire cette classe. Donc, on a été obligé d'utiliser une stratégie d'échantillonnage pour équilibrer les classes et puis d'extraire différents jeux de données, ce qui nous permet d'avoir plusieurs données pour le modèle. Alors, en ce qui concerne le modèle, on a donc le modèle qui est un ensemble de modèles, c'est-à-dire on a plusieurs modèles. Dans chaque modèle, on a des milliers de paramètres qui sont des poids, en fait, avec des équations qui sont énormes. Donc, chaque modèle, en entrée, il a les facteurs qu'on a décrits tout à l'heure. Et puis, on regarde, on va ajuster les paramètres en fonction de la sortie qui existe. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on lui donne les données, il va mouliner effectivement des calculs, il va nous donner une prédiction. Si la prédiction ne cale pas avec ce qu'on a observé sur les données qui sont fournies par la DAS, on va revenir ajuster les paramètres et recommencer jusqu'à ce qu'il y ait stabilité effectivement de ces paramètres. Quand le modèle est stable et qu'il arrive à prédire exactement ce qu'on a observé, pas exactement, mais ce qu'on a observé par les données fournies par la DAS, c'est-à-dire un pourcentage de taux de reconnaissance très élevé, on dit que le modèle est bon et qu'il est stable, donc on peut maintenant effectivement l'utiliser pour prédire. Alors, comment ça marche? Donc, on a fait tourner plusieurs modèles, en fait, une cinquantaine de modèles, et on a choisi les 10 meilleurs modèles. Et les données qu'on a pris, on a pris les données, bien sûr, spatialisées des facteurs que j'ai décrits tout à l'heure, donc les 73 facteurs, mais on a pris ces facteurs à l'instant T, c'est-à-dire au mois correspondant au mois où il y avait des cas de leptospirose, mais on a également pris des données au mois -1, -2 et -3. Parce que, comme on a vu tout à l'heure sur le premier modèle, on a vu que la pluie agit effectivement quelques semaines après sur la présence de leptospirose. Alors, comment ça marche la stabilité des modèles? Eh bien, on divise les données en deux parties. On prend des données pour apprendre, pour faire de l'apprentissage du modèle, c'est-à-dire on lui donne les données, on va stabiliser le modèle, on va calculer tous les paramètres, les milliers de paramètres qui permettent de bien prédire à des taux qui sont très élevés. Une fois que le modèle est stable, on va le tester sur une partie des données qu'il n'a jamais vues dans l'apprentissage. Et on regarde effectivement qu'est-ce qu'il nous donne comme sortie, en comparant avec, bien sûr, les données qui sont observées, qu'on a récupérées de la DAS. Et on calcule des paramètres ou des indicateurs de performance. Alors, les indicateurs de performance qui nous disent que le modèle, il est bon ou pas bon. On regarde tout ce qui a été observé en présence ou en absence. On appelle ça les cas positifs et les cas négatifs. Et on regarde ce que le modèle nous prédit en positif, en négatif, sur ce qui est positif. Quand il prédit certains biens comme il faut en positif, on dit que c'est les vrais positifs, donc true positifs. Et quand il y a des observations qui sont mal prédites, on dit qu'on a des faux positifs.
Dans les négatifs, c'est-à-dire pas de présence, on regarde ce que le modèle nous a prédit de vrai négatif et ce qu'il nous a prédit de faux négatif. Et à partir de ces termes, on va calculer ce qu'on appelle la sensibilité. C'est le taux de bonne prédiction de présence de bactéries et il est calculé à partir des trous positifs sur la somme des trous positifs et les falses négatifs. Donc là, pour la sensibilité qui est importante parce qu'elle concerne bien sûr le bon taux de prédiction des cas de présence positivement, on a atteint 83% de bonnes prédictions. Le deuxième indicateur, c'est la spécificité. Et la spécificité, elle concerne la bonne prédiction d'absence de bactéries, donc les trous négatifs. Donc, il est calculé à partir de cette formule et on a atteint 68,4% de bonne prédiction de trous négatifs. Et puis, on a un autre indicateur qu'on rajoute, c'est l'indicateur de bonne prédiction globale qui est calculé en calculant la moyenne entre la sensibilité et la spécificité. Là, j'ai mis le rappel, mais en fait, c'est la sensibilité. Et ce calcul, bien sûr, il se fait sur les données pendant la phase test, c'est-à-dire sur les données qu'il n'a jamais vues. Donc, effectivement, on a un modèle qui arrive relativement à bien prédire avec des taux qui sont acceptables pour les gens de l'Institut Pasteur. Donc voilà, en termes de cartographie, donc quand on prédit la présence ou l'absence, on calcule une certaine probabilité de présence ou d'absence, et on voit ici que ça, c'est les données qui sont observées, c'est-à-dire les cas qui ont été réellement recensés, et là, ce que le modèle a prédit. Donc on voit bien que il y a des zones qu'il a prédit avec une certaine probabilité. Là, par exemple, il n'y a pas de cas de leptospirose, donc il n'a rien prédit. Là, on a des cas, donc il l'a prédit avec une certaine probabilité. Et on voit que les probabilités fortes, elles sont ici, là, et puis ici. Donc là, c'est une prédiction sur l'année 2021 pour le mois de janvier. On a fait pareil pour le mois de février et pour le mois de mars. Donc, les 3 mois qui représentent un petit peu la saison chaude où il y a plus de précipitations. Si on regarde pour la saison, on va dire, sèche, on voit que le mois de septembre en 2021, il n'y avait pratiquement pas de cas, si ce n'est dans cette zone ici. Et on voit bien que le modèle prédit relativement bien la présence ou l'absence de leptospirose. On a pareil sur le mois d'octobre 2021 et également sur le mois de novembre 2021. Alors, bien sûr, comme pour le premier modèle, on a essayé d'expliquer la présence des cas de leptospirose à partir des 73 facteurs qu'on a introduits dans le modèle pour savoir quels sont les facteurs qui sont clés et qui impactent fortement la présence. Donc on a une méthode de permutation mathématique qui nous permet effectivement de voir quel est le facteur qui est propice à la survie de cette bactérie. Alors, on n'a pas effectivement pris tous les 73 facteurs. On a d'abord regroupé ces facteurs dans des groupes qu'on appelle des clusters qui sont homogènes, on va dire, en termes de caractéristiques qui sont bien liées entre eux, pour réduire effectivement le nombre de calculs de recherche de facteurs propices. Et on voit ici que le premier groupe de facteurs qui était le plus impactant, ici c'est le cluster 14, je donnerai tout à l'heure les détails. Ensuite, on voit bien qu'il y a entre le cluster numéro 2 et le cluster numéro 10, que ce soit pour le taux de présence, que ce soit pour le taux d'absence ou pour le taux global. Alors, le cluster qui est le plus impactant, eh ben, on retrouve l'hypothèse de tout à l'heure, c'est-à-dire tout ce qui est
liées à la météorologie, donc les précipitations. On avait la moyenne, la médiane et aussi l'humidité, mais à 1 mois moins 1. C'est-à-dire qu'en fait, la lepto, elle est prédite sur une zone quand la pluie, où il y a plus de précipitations, 1 mois avant. Le deuxième cluster, ça concerne certaines végétations, certains types de sols ou certaines végétations, comme ici le verger et petits fruits, ou alors le applique fluvozelle, je ne connais pas très bien. Mais en tout cas, il a identifié certains facteurs qui sont les deuxièmes facteurs qui agissent sur la présence de leptospirose. Le troisième groupe de facteurs qui viennent en troisième position, eh ben, on voit c'est le cluster 10 et il regroupe, on retrouve la température à 1-1 ici, on retrouve l'altitude et on retrouve quelques types de sols ici qui sont propices à la survie de la leptospirose. Voilà donc pour ce deuxième modèle, qui est un modèle, on va dire, complexe, puisqu'il croise différents facteurs et il n'y a pas de problème, on peut rentrer plein de facteurs. Il y a énormément de calculs là-dessus. Heureusement qu'on a des calculateurs pour pouvoir arriver au bout des résultats. Alors pour conclure, donc, l'idée c'est de dire vers quel système d'alerte précoce sanitaire on pourrait effectivement recommander. Donc anticiper, c'est de dire on est capable de prédire à 1 mois avant la précipitation pour la présence de la bactérie. Donc ça peut être, par exemple, il a plu il y a 1 mois, donc attention, n'allez pas vous baigner dans certaines zones pendant 1 mois. Il faut attendre que le mois passe. Protéger, c'est éviter les baignades non seulement pendant, mais aussi les jours suivant une forte pluie. Mais aussi, on peut dire quelle zone elle est plus à risque, puisqu'on a démontré qu'il y a certaines zones, unités géographiques, qui sont décrites par certains types de sols ou par certaines végétations. Donc, ça peut être cibler les zones qui sont vraiment à risque sans aller sur d'autres zones. Voilà pour... Pardon. Et c'est terminé. Merci pour votre attention.